Dans la vidéo précédente, on a donc appris que si la lumière était à la fois une onde et une particule, il en était de même de la matière. C'est-à-dire qu'en fait, on a une symétrie parfaite entre lumière et matière. Et va émerger donc une compréhension, c'est-à-dire qu'on va se dire, finalement, bien sûr ça pose un problème d'avoir deux objets antagonistes comme l'onde et la corpuscule, mais on peut résoudre ça par le fait qu'il y a un observateur qui utilise un système de mesure, et il y a des systèmes de mesure qui vont privilégier le côté ondulatoire, et d'autres systèmes de mesure qui vont privilégier le côté corpusculaire. Et c'est exclusif, pourquoi? Parce que le même appareil ne peut pas répondre onde et particule à la fois. Il répondra toujours onde ou particule, par contre il y a quelqu'un qui lui change l'appareil. C'est l'expérimentateur, l'observateur, donc en fait on peut dire que c'est l'observateur qui crée sa réalité. Alors aujourd'hui on va regarder les conséquences de tout ça. Alors la première conséquence, c'est qu'il existe donc une nouvelle quantité qu'on appelle le quantum d'action ou la constante de Planck. On va l'écrire. Quantum du lambda combien d'action, c'est une constante qui a été introduite par Max Planck en 1900, et voilà sa dimension, c'est une masse que multiplie le carré d'une longueur, que multiplie une fréquence. En physique, on appelle ça un moment angulaire. Masse que multiplie surface, que multiplie une fréquence, c'est-à-dire c'est une quantité qui dit il y a quelque part une certaine masse qui balaye une certaine aire pendant une certaine unité de temps. Ça va définir une quantité. Et l'idée, c'est que cette notion d'air balayé par une masse par une unité de temps n'est pas quelque chose qui varie de façon continue. C'est fonction d'un quantum d'action. L'action, c'est ce que vous dépensez pour faire un travail. En physique, on définit l'action comme étant une énergie qu'on exprime en joules, que multiplie un temps. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est ml de t-2. Quand je multiplie par un temps, je récupère bien mon action, mon moment angulaire. Voilà. Donc cette constante, elle est donnée par la nature et elle a une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas zéro. En fait, la physique classique, si vous préférez, on pourrait la définir comme, dans ce cadre-là, on pourrait la définir comme ça. Ce serait une physique où ce quantum d'action serait nul. Si ce quantum d'action qu'a introduit par Max Planck pour expliquer le spectre du corps noir était nul, n'existait pas, on aurait effectivement un monde classique tel que le prévoient les lois de Newton et les équations de Maxwell. En fait, il n'est pas nul, je vous ai mis ici la valeur, donc voilà, ici, c'est quelque chose qui vaut donc 106 zeptojoules pour une femtoseconde. C'est une énergie que multiplie un temps, une action. Et cette valeur, elle est vraie dans tous les repères. Quel que soit l'observateur, ils seront tous d'accord pour dire. Alors évidemment, zeptojoule, c'est 10-21 joules. Femtoseconde, c'est 10-15. C'est-à-dire qu'on est avec une puissance 10-34. C'est-à-dire que ce quantum d'action, il est extraordinairement petit. Et c'est parce qu'il est aussi petit que ça qu'on l'a loupé au 19e siècle. Parce qu'en fait, on n'avait pas de choses suffisamment précises pour le mesurer. Ce n'est que lorsqu'on va à l'échelle de l'atome qu'on commence à voir ses effets par ce qu'on appelle donc le principe d'indétermination, comme on le verra un petit peu plus tard. Alors, pour vous fixer les idées, parce que je pense que 106 zeptojoules, il y a peu de gens qui voient à quoi ça correspond,
Je vous ai mis ici, donc, la physique classique, ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, qui fixe le niveau d'énergie qu'on a à une température donnée. C'est une énergie qui est gratuite, qui fait bouger toutes les choses, ça s'appelle le mouvement brownien. Et vous voyez, à 300 Kelvin, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, qui est la température normale de référence, on a donc 4 zeptojoules d'énergie de mouvement. C'est l'énergie qui est spontanée, qui permet de désordonner les choses, de les détruire les structures. Lorsqu'on attend, cette petite énergie s'accumule, et puis elle finit par tout détruire. C'est comme ça que les montagnes s'érodent, que tout s'égalise dans la nature. Et vous voyez que ça met en jeu donc 4 zeptojoules. Là, on est à 106 dans une femtoseconde. Et donc, imaginez ce que ça va faire lorsque vous utilisez un temps d'une seconde. Il faut diviser ce chiffre par une seconde. Et une seconde, c'est 10 puissance 15 femtosecondes. Donc vous voyez que l'énergie va être en fait très très petite, parce que ça va faire 106, 10 moins 15 joules, à cause de zeptojoules. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à l'échelle de la femtoseconde, 10 moins 15 secondes, pour commencer à voir que cette énergie est bien supérieure à l'énergie qu'on a à température ambiante. Et où c'est qu'on trouve des phénomènes qui se traduisent, qui se déroulent à la femtoseconde? Ben, c'est dans les atomes et les molécules. Donc c'est pour ça que la constante de Planck, le quantum d'action, a un effet évident lorsqu'on est à l'échelle des atomes et des molécules. Comme on l'a vu, ben, c'est ce qui va donner la dualité entre corpuscules, puisque De Broglie, on l'a vu, avait utilisé cette constante pour définir la correspondance entre l'aspect corpusculaire masse-vitesse et l'aspect ondulatoire, longueur d'onde. On utilise bien le quantum d'action de Planck pour passer d'une quantité à l'autre. Alors, tout ceci a des conséquences, évidemment. La première conséquence, j'en ai déjà parlé, c'est que on n'observe jamais les choses telles qu'elles sont. En physique quantique, la réalité, vous ne pouvez pas l'observer. Pourquoi? Bien parce que pour faire une observation, vous allez devoir mettre en jeu au minimum le quantum d'action. Et si vous mettez en jeu au minimum le quantum d'action, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez observer non pas ce que vous voulez voir, mais vous verrez ce qui se passe lorsque vous avez regardé. Pour ne pas interagir avec l'objet, il faut ne pas regarder. Oui, mais alors si vous ne regardez pas, comment voulez-vous savoir ce qui se passe? Donc c'est ça le problème de la physique quantique, c'est que on est avec le fait que c'est l'observateur qui définit les choses. Alors, j'aime bien les images, parce que bon, c'est vrai que si on écrit ça en équation, c'est pas très rigolo. Mais si on fait des images, on comprend un petit peu l'idée. Là, vous avez par exemple le rhinocéros, qui prétend être un artiste. En fait, il peint pas trop mal, hein. Il a réussi à faire le paysage, mais vous voyez qu'il a un énorme problème, c'est qu'on lui met plusieurs paysages, et il peint toujours le paysage qu'il voit, mais il y a toujours un truc, là, au milieu du paysage. Il est incapable de peindre le paysage tel qu'il le verrait, tel que nous le verrions, nous qui sommes pas rhinocéros. Ben pourquoi? Ben parce qu'il a une corne sur le nez, et qu'évidemment, comme il peint ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est le paysage plus sa corne. Donc la corne est toujours là. Et ça, c'est exactement la physique quantique, c'est-à-dire que, quelle que soit l'observation que vous faites, quelle que soit la mesure que vous faites, vous êtes dans la mesure. Vous avez une corne, et puis elle est là forcément parce que la seule façon de ne pas avoir la corne, c'est de ne pas faire peinture. Donc à ce moment-là, on n'observe plus la réalité. Donc ça, c'est la première chose. On va voir que ça donne naissance à ce qu'on appelle un principe d'indétermination. Et puis, l'autre conséquence, c'est que tout vibre dans la nature. C'est-à-dire que là, vous croyez avoir des corpuscules, des masses, et qui sont animés d'une certaine vitesse, comme on le voit dans la mécanique newtonienne. Bien sûr, vous avez le droit de voir ça comme ça. Vous avez aussi le droit de dire qu'il y a une onde qui est associée à cette masse. On l'appelle l'onde de matière, parce que lambda, là, c'est la longueur d'onde, au sens où on a défini la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes, dans un phénomène qui est périodique. Et oui, mais s'il y a une longueur d'onde, ça veut dire qu'il y a une vibration.
Donc tout vibre dans la nature, et ceci pose évidemment le problème de savoir, oui mais alors, pourquoi on ne voit pas l'onde? Si la matière est une onde, pourquoi de temps en temps elle se comporte comme un corpuscule, quelque chose qui est impénétrable? J'aime bien cette œuvre d'art encore une fois. Là c'est une œuvre d'art qu'on doit à un peintre qui s'appelait Marcel Duchamp. Vous voyez, il a pris deux objets de la vie de tous les jours, un tabouret et une roue de bicyclette. Et puis, comme au lieu de faire comme tout le monde, de s'asseoir sur le tabouret et d'utiliser sa roue de bicyclette pour faire un vélo, voilà ce qu'il a fait, il a mis la roue à vélo à l'envers sur le tabouret. Ce qui fait qu'on ne peut plus s'asseoir sur le tabouret, c'est bien la roue, et puis on ne peut plus faire du vélo. Mais par contre, on a créé un nouvel objet. Et ce nouvel objet est très intéressant. Parce que regardez maintenant ce qu'on va faire, on va mettre en mouvement la roue. Et si je ne mets pas la roue en mouvement, c'est-à-dire si sa fréquence est très faible, ou si elle tourne à très petite vitesse, une roue c'est fait d'une matière qui est vide en fait, et qui a des rayons. Eh bien je vais pouvoir passer la main entre les rayons. C'est-à-dire alors que j'ai une matière, eh bien je vais voir quelque chose qui est plein de vide. Si maintenant je fais tourner la roue à très haute vitesse, elle va avoir une fréquence de rotation qui est très grande, et à ce moment-là, vous ne verrez plus le vide. Parce que les rayons vont se succéder, et si vous essayez de passer la main, vous aurez la main qui sera coupée par les rayons, parce qu'ils se succèdent à une telle vitesse que ce que vous avez l'impression, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer. Et à ce moment-là, vous direz, oui, c'est de la matière qui est pleine. Alors qu'en fait, ce n'est pas de la matière qui est pleine, c'est de la matière qui est foncièrement vide, mais ce vide est animé d'un mouvement de rotation interne extrêmement rapide, et c'est ce mouvement de rotation interne extrêmement rapide qui vous fait croire que vous êtes impénétrable. En fait, vous ne l'êtes pas. C'est donc toujours cette idée, mouvement de rotation, donc onde, on retrouve la base de la physique quantique. Les autres conséquences, c'est que le temps va disparaître. Le temps n'existe pas en physique quantique. Pourquoi? Bien parce que comme je vous l'ai montré sur le schéma précédent, en physique quantique, il y a toujours du vide. Et donc si vous êtes là, si vous voulez aller là, vous ne pouvez pas y aller de façon continue. Vous devez faire ce qu'on appelle un saut. Ça s'appelle le saut quantique. C'est-à-dire vous devez accepter pendant un bref instant d'être en suspension dans le vide. Sur rien. Oubliez la matière. Ça, c'est le saut quantique, et évidemment, ce saut quantique, personne ne peut le contrôler lorsqu'on est à une échelle microscopique, et comme personne ne peut le contrôler, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui se succède de façon linéaire, et à un moment donné, si vous dites non, il y a des sauts quantiques, vous avez pu pouvoir suivre ça comme on le faisait en mécanique. L'autre conséquence, c'est donc qu'il existe du vide à toutes les échelles, ça on le verra, on pourra le confirmer, et aussi l'absence de repos. C'est-à-dire que la matière ne s'arrête jamais. Elle est toujours en mouvement. Et on le voit, pourquoi? Parce que si on voudrait que la matière s'arrête, il faudrait que le quantum d'action soit nul. Comme le quantum d'action n'est pas nul et que l'action c'est ce qui permet de bouger, vous ne pouvez jamais vous arrêter. Il n'y a pas de repos dans la nature. La nature est toujours en train de travailler, de faire quelque chose. Elle ne s'arrête jamais. Et ça, on reconnaît ici quelque chose qui est caractéristique de la vie. C'est-à-dire que la physique quantique est foncièrement associée aux phénomènes vitaux, d'où l'importance pour les biologistes de bien comprendre cette physique quantique, parce qu'ils utilisent des systèmes vivants, ils étudient des systèmes vivants qui fonctionnent essentiellement grâce à la physique quantique. Dans la prochaine vidéo, on verra encore d'autres conséquences de cette existence du quantum d'action.